Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Cette fois-ci c'est un autre décor, notamment derrière il pleut parce que début du mois de mai, même fin avril, c'est la saison des pluies ici au Brésil. Ça dure, en tout cas dans la Bahia, ça dure 2-3 mois normalement jusqu'à fin juin. Ce sera la saison des pluies, donc il pleut pas en permanence, mais il pleut quand même beaucoup, c'est tout le temps humide. C'est bien, ça change un peu du soleil, de la chaleur. Ça change un peu. C'est sûr que c'est mieux le soleil, mais en tout cas, c'est bien de ne pas avoir le soleil 12 mois sur 12. Donc là, saison des pluies. D'ailleurs, pour ceux qui veulent venir en vacances, si vous voulez éviter la pluie, ce qui est compréhensible, il vaut mieux donc éviter la période fin avril jusqu'à fin juin. Donc dans cette vidéo, je voulais répondre aux commentaires de Eric qui se posait une question par rapport à l'achat d'un bien immobilier au Brésil, comment ça se passe. Et puis je me dis évidemment que ça peut être une question que d'autres personnes qui voudraient s'installer au Brésil se posent. Donc je vais juste donner mon expérience, hein. Moi je ne suis pas du tout un spécialiste de l'immobilier, ni au Brésil, ni ailleurs. Mais comme je suis passé par là, et puis je connais d'autres personnes aussi, des Français, des Brésiliens ou d'autres nationalités qui sont passés par là, qui ont acheté des biens au Brésil. Du coup, je vais raconter un peu comment ça s'est passé pour nous. Voilà. Donc déjà, ce qu'il faut savoir en préambule, c'est qu'il n'y a aucune différence dans le droit brésilien pour acheter un bien entre un Brésilien et un non-brésilien. Donc nous, en tant que Français, par exemple, on n'a pas de contraintes, on a les mêmes droits, les mêmes devoirs qu'un Brésilien. On n'a pas de contraintes supplémentaires par rapport à un Brésilien de nationalité. Donc ça, c'est pratique parce qu'il y a d'autres pays dans le monde qui interdisent ou qui restreignent, qui contraignent beaucoup l'accès à la propriété pour les étrangers. Je pense à la Thaïlande, par exemple, qui est une destination assez prisée pour des Français qui veulent s'installer à l'étranger. Ici, non. Ici, c'est pareil que pour les Brésiliens. Donc ça, c'est bien. Alors maintenant, pour rentrer plus concrètement, comment ça se passe, j'ai envie de distinguer deux cas de figure principaux. Le cas de figure, le premier, c'est le plus facile, le plus risqué, le plus simple, le plus dépaysant, enfin même le plus désemparant pour nous, Français. Euh, donc c'est pas celui que je vais recommander, même si ça fonctionne, ça fonctionne pour pas mal de personnes. En fait, c'est des biens où il n'y a pas de titre de propriété. Pas au sens plein du terme. Je ne sais pas comment le terme juridique exactement, mais en tout cas, par exemple, moi je suis dans un village, et c'est le cas pour la plupart des villages. Je pense que même dans des villes, dans certains quartiers, c'est comme ça. Il n'y a pas toutes les maisons la plupart des maisons, même en fait, elles ne sont pas enregistrées. C'est-à-dire que c'est des maisons qui sont faites comme ça. Et il y avait un bout de. L'État n'était pas présent parce que c'est un pays qui est immense. Donc, dans les villages, il n'y a pas une grosse présence étatique. Donc, il y a quelques dizaines d'années, les personnes avaient des terrains et puis ils commençaient à mettre des morceaux de bois, etc. Et ça faisait une maison. Et puis, après, le bois a été remplacé par des briques, par des tuiles, etc. Et en fait, c'est des maisons qui sont super bien aujourd'hui, voilà, qui sont spacieuses, qui vont faire 60, 70, 80 mètres carrés. Il va y avoir une, deux salles de bain, des fois même c'est des maisons à étage. On connaît le propriétaire parce que en fait ça a été régularisé par le biais de l'IPTU, c'est-à-dire la taxe foncière en gros. Et donc si on peut acheter ce type de bien, donc ça va très vite. C'est comme si on achetait quasiment n'importe quel article en fait, presque comme un t-shirt. Il suffit de se mettre d'accord sur le prix avec la personne, avec le propriétaire, et donc faire une proposition voilà, de vente, d'achat du coup pour nous. Lui donner l'argent, ça peut être par virement, ça peut être par voilà, n'importe quelle transaction. Et après, il faut aller ensemble au cartorio. C'est un peu c'est pas la mairie, mais ça existe pas le cartorio. Il n'y a pas d'équivalent en français, mais c'est à mi-chemin entre la mairie et le notaire. C'est un truc, enfin, c'est reconnu par l'État, hein. Et il faut y aller avec deux témoins, je crois. Je ne sais plus si c'est un ou deux témoins. Il faut que l'acheteur il ait deux témoins et le vendeur il ait deux témoins aussi. Un ou deux. Enfin bon, il ne faut pas y aller seul évidemment.
et en présence donc des agents du cartorio, on signe l'acte de vente et donc l'acte d'achat, et la maison, elle passe d'un propriétaire à l'autre. C'est tout. Il n'y a pas de frais de... En fait, il y a juste des frais de dossier, de mémoire. À l'époque, ça devait coûter dans les 50 reais, ça fait même pas 10 euros, des frais de dossier quoi, du cartorio. Mais ça prend je sais pas, un quart d'heure au cartorio. Après, évidemment, par avant, il faut quand même connaître la maison, il faut connaître des personnes, etc., qui connaissent un peu l'historique de la maison. Donc ça, évidemment, c'est pas le moyen le plus sûr parce qu'il n'y a pas de... Au niveau juridique, c'est très léger comme processus, donc c'est pas là où on est le plus couvert si finalement après on se rend compte qu'on a un problème quelconque. Donc c'est pas ce que je recommande, mais ça marche. Et surtout, je voulais le présenter en premier parce que je pense que si je dis le vrai processus légal, je sens qu'il va y en avoir certains dans les commentaires qui vont me dire non mais ça c'est n'importe quoi, on n'est pas obligé de faire ça. Moi j'ai acheté ma maison, je me suis mis d'accord avec le vendeur, j'ai donné 20 000 euros, etc. J'ai eu ma maison, ça a pris un quart d'heure, je sais pas pourquoi, ça sert à rien de dire aux gens de s'embêter. Je préfère donner les deux cas de figure et après chacun fait ce qui lui semble le mieux pour lui. Donc maintenant le cas que je vais recommander. Alors déjà, donc il y a plusieurs étapes à respecter. Donc déjà la première étape, ça d'ailleurs j'ai oublié d'en parler pour le premier cas, mais ça c'est valable pour tout en fait, c'est le CPF. Le CPF, on ne peut rien faire sans ça de toute façon. Si vous venez au Brésil, vous allez rapidement vous en rendre compte, même si vous achetez une puce téléphonique, vous allez avoir besoin d'un CPF. Donc pour tout, pour acheter une voiture, pour acheter évidemment une maison, pour avoir accès à tout et n'importe quoi, un compte bancaire, etc. C'est le CPF. Ça veut dire, je crois, cadastro de pessoas físicas. Peut-être que je ferai une vidéo plus en détail là-dessus pour comment obtenir un CPF, mais c'est quand même assez simple. En tout cas, le conseil que je donne pour ceux qui veulent s'installer, c'est d'anticiper ça au maximum. Je crois qu'on peut le faire en ligne. Moi, je l'avais fait en présentiel ici, dans l'équivalent d'un bureau de la poste. Ça m'avait pris très peu de temps, ça m'avait pris 5 minutes. Et puis une semaine après, j'avais obtenu enfin, le CPF était arrivé. Ça m'avait coûté, mais pas cher du tout. Donc après, si vous pouvez le faire directement en ligne, je crois que c'est possible. Si le site ne bug pas, parce que des fois il bug, c'est encore mieux. Donc ça, en tout cas, la priorité des priorités, si vous voulez vous installer au Brésil, c'est le CPF. Donc on va dire que vous avez obtenu votre CPF. Et donc là, tout simplement, vous allez, enfin vous pouvez le faire en parallèle, mais vous allez rechercher un bien, faire des négociations avec l'acheteur, etc. Donc ça, évidemment, c'est comme en France. Et une fois que vous êtes mis d'accord avec l'acheteur, là, vous allez rédiger et acter une promesse de vente. Donc là, c'est un document écrit où il y aura donc le prix, il y aura les modalités, il y aura voilà, tous les détails qui concernent la vente du bien. Et là, c'est là où c'est intéressant de commencer à faire intervenir un avocat. C'est là où c'est intéressant de faire une lecture de cet acte de vente par un avocat. Une fois qu'on s'est mis d'accord avec le vendeur, il va falloir qu'on aille au cartorio du registro d'imóveis. C'est le fameux cartorio dont je parlais tout à l'heure, l'organe qui a mis chemin entre le notaire et la mairie. On va là-bas pour que le cartorio il puisse vérifier la situation juridique du bien. Déjà, évidemment, vérifier que le vendeur, c'est bien le propriétaire. Vérifier s'il n'y a pas des hypothèques sur ce bien, vérifier qu'il a bien payé la taxe foncière, que tous les impôts sont à jour, etc. Tout l'éventuel passif qu'il peut y avoir sur ce bien. Donc c'est une première vérification qui est faite par le cartolio. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que le cartolio, c'est pas n'importe lequel. En fait, il y a le cartolio de la région, enfin du territoire du bien. Ça paraît logique, mais par exemple, si vous êtes à São Paulo, vous ne pouvez pas aller dans un cartolio de São Paulo pour vérifier un bien que vous achetez dans la Bahia. Même dans la Bahia, d'ailleurs. C'est vraiment celui qui est affecté à la ville, en fait, en quelque sorte. Il y a un cartolio par localité. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que le cartolio, il est responsable de l'enregistrement de ceux qui lui est présenté. Mais la vérification, il n'en est pas responsable de la vérification. Il vérifie ce qui lui est présenté.
Et c'est un peu ambigu, mais la vérification, elle tient à la vérification. La responsabilité, c'est pour l'acheteur, ou surtout, du coup, c'est pour l'avocat de l'acheteur, en fait. Donc là, c'est là où c'est important d'être accompagné par un avocat, parce que du coup, c'est lui qui va endosser la responsabilité de la vérification de la situation juridique. Et après, le cartolio, il va se responsabiliser par rapport à ce qui lui est présenté. Ensuite, une fois qu'on a procédé à toute la vérification de la situation juridique, on va procéder à la signature de l'acte de vente. Ça a lieu devant le tabellion, c'est l'équivalent du notaire, en présence du vendeur ou de l'acheteur, du vendeur et de l'acheteur, évidemment. Éventuellement, s'ils sont absents, ça peut être en présence de leur représentant légal. Ça, évidemment, je ne vous conseille pas de le faire parce que ça entraîne beaucoup d'autres démarches et de complications administratives. Bon, en tout cas, c'est possible. Mais ça, je ne l'ai pas fait par contre. Hein. Je connais personne d'ailleurs qui a été représenté par quelqu'un d'autre. Enfin, ça existe, mais je ne sais pas le parcours administratif que ça a demandé. Donc, on signe l'acte de vente et donc on officialise la vente, le changement de propriété d'un propriétaire à l'autre. Après la signature de l'acte de vente devant le notaire, le tabellion, il faut retourner, ça on peut le faire sur plusieurs jours évidemment, mais il faut retourner au cartorio pour enregistrer l'acte de vente. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'on va vraiment avoir la pleine propriété du bien. C'est une fois que l'acte de vente a été enregistré au cartorio. Alors juste pour résumer, ça paraît peut-être un peu compliqué comme ça, mais il y a que 5 étapes, si je puis dire, à respecter pour clarifier un peu. Donc la première, c'est l'obtention du CPF, ça c'est la première des choses à faire. La deuxième, c'est évident, c'est de trouver le bien et se mettre d'accord avec le vendeur, dans l'idéal avec un acte écrit, donc une promesse de vente. Troisième étape, aller devant le cartorio pour vérifier la situation juridique du bien. Quatrième étape, signer l'acte de vente devant le tabellion, le notaire. Et cinquième étape, enregistrer l'acte de vente dans le cartorio pour avoir la pleine propriété du bien. Et là, comme ça, la boucle d'achat a été bouclée. Au niveau des frais, il faut prévoir des frais du cartorio, parce qu'à chaque fois qu'on va aller voir, il y a des sortes de frais de dossier. Donc c'est des frais qui sont très raisonnables, par contre c'est quelques centaines de reais. Après il y a aussi l'impôt sur les transmissions du bien, donc ça c'est un peu pareil qu'en France, hein. Mais c'est un peu moins élevé qu'en France, c'est proportionnel par rapport au prix, mais le pourcentage il est moins élevé, je crois que c'est autour des 5%, à vérifier, mais entre 4 et 6% je crois. Après d'autres frais, donc c'est les frais d'avocat, si on a été accompagné d'un avocat. C'est pas obligatoire, il y a plein de personnes qui passent pas par un avocat et pour qui ça se passe très bien. Après c'est sûr que si on connaît pas bien le pays, etc., qu'on veut mettre tous les atouts de son côté, c'est quand même beaucoup mieux, beaucoup moins risqué d'être protégé par un avocat spécialisé. Et après, éventuellement, des frais d'agence immobilière si vous êtes passé par une agence immobilière. Là non plus, moi en fait, je connais personne qui passait par une agence immobilière qui a acheté autour de moi. Donc évidemment, il y a des agences immobilières qui existent au Brésil, j'imagine qu'elles travaillent très bien, etc. Mais c'est vraiment pas indispensable de passer par eux parce que voilà, moi autour de moi, je connais beaucoup de personnes qui ont acheté des biens et ça s'est toujours fait directement en fait, de vendeur à acheteur. Pour conclure la vidéo, par contre, je vais attirer l'attention sur un point, j'aurais peut-être dû en parler au début, après ça tombe bien si vous m'avez écouté jusque-là. C'était pas fait exprès, mais vous allez en bénéficier. J'ai dit au départ que on a les mêmes droits pour acheter en tant qu'étranger, on a les mêmes droits qu'un Brésilien, c'est vrai. Mais il y a quand même deux choses à prendre en compte. Et alors la première, ça peut être évident, mais c'est la langue portugaise. Je préfère le dire parce que c'est très très compliqué de trouver quelqu'un ici qui va parler anglais. Dans tous les cartons, tabellion, etc., le vendeur, etc., c'est très compliqué de trouver quelqu'un qui va parler anglais et surtout qui va accepter de faire le travail en anglais. Donc c'est super important soit de parler portugais ou d'être accompagné par quelqu'un de confiance qui parle portugais. Donc ça peut paraître un détail, mais c'est fondamental, c'est vraiment un truc à prendre en compte. Et après le dernier point, donc le principal point de vigilance en fait dans cette transaction,
enfin le principal, je sais pas, mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est l'ouverture du compte bancaire au Brésil. C'est très long, c'est très long, c'est très compliqué, il demande beaucoup de documents. Donc il ne faut pas penser que on vient s'installer au Brésil, on va ouvrir un compte bancaire dans les semaines qui suivent notre arrivée, et qu'avec ce compte bancaire, on va pouvoir acheter le bien. Ça demande beaucoup de temps pour ouvrir un compte bancaire. Donc si on veut acheter un bien admettons dans les 3 mois qui suivent notre arrivée, je pense que ce sera très compliqué de passer par un compte bancaire brésilien classique. Donc là, il faut envisager des solutions de contournement en quelque sorte. Alors, il y a peut-être des banques. Alors déjà, première chose, se renseigner sur si une des banques classiques, elle facilite l'ouverture d'un compte. Parce que moi, les banques vers lesquelles je me suis tourné, elles m'ont rien facilité du tout, par exemple. Donc voilà, j'ai galéré. Peut-être que je suis mal tombé, etc. Mais en tout cas, vu que je suis dans le partage d'expérience, je vous raconte ça. Moi, je me suis tourné vers les banques digitales. Il y a la Nubank, il y a une autre banque qui s'appelle Neon. Je pense qu'il y a les banques digitales internationales aussi, comme Revolut ou Wise. Je pense que ça peut fonctionner aussi à vérifier, mais c'est des pistes à explorer en tout cas. Ou alors, l'idéal en fait, c'est de faire un virement. Ça coûte plus cher, mais ça se fait très bien. De faire un virement directement du compte français vers le compte brésilien du vendeur. Alors c'est sûr qu'il y a des frais de virement qui sont super élevés par rapport à si on n'avait pas fait de virement international, mais c'est sécurisé, il y a des preuves, il y a des traces bancaires, etc. Donc je pense que c'est une bonne idée de faire comme ça. C'est pas le plus avantageux financièrement, mais si on est pressé, si on ne veut pas faire tout le processus pour ouvrir un compte bancaire classique, si les banques digitales ça marche pas pour une raison ou pour une autre, ça c'est possible. Et après donc la dernière option là, c'est un concours de circonstances heureux, mais c'est possible d'avoir un vendeur qui soit européen en fait. Et donc là, on peut carrément faire un virement depuis son compte bancaire français vers son compte bancaire français, anglais, enfin français, italien, espagnol ou peu importe, portugais, etc. Donc ça, c'est possible. Alors, on peut trouver dans les groupes Facebook, etc., des Français qui vendent des biens, etc. Donc là, ça peut paraître un détail, mais quand même, ça allège une sacrée contrainte parce que l'ouverture d'un compte au Brésil, c'est vraiment pas évident. Donc voilà, j'espère que j'ai pu répondre à la question de Eric, que j'ai pu aider certaines personnes qui se posaient un peu des questions un peu similaires pour acheter un bien. Il y a les 5 étapes à respecter, à part si on va aller un peu plus vite, mais c'est pas ce que je recommande. Sinon, il y a les 5 étapes à respecter. Il faut prévoir quelques frais supplémentaires par rapport au bien, mais c'est pas énorme. Et donc, il faut anticiper le fait de parler portugais et d'ouvrir un compte bancaire, soit sur une banque digitale, ou alors directement de faire un virement de son compte français, donc des frais supplémentaires là aussi de son compte français, vers le compte brésilien de l'acheteur. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. S'il y a d'autres personnes qui ont d'autres questions sur l'installation au Brésil, sur des vacances au Brésil, sur quoi que ce soit qui touche le Brésil, même si moi je suis plus dans la Bahia, donc il y a certaines questions que je ne pourrais pas répondre. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça me fera plaisir d'y répondre rapidement ou en vidéo comme là. N'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs pour ceux qui veulent suivre d'autres vidéos de ce type. Et bonne fin de journée, bonne soirée, au revoir.